C'est un nouveau tournant. Ce lundi, l'armée israélienne est entrée dans le territoire du Liban pour y mener, je cite, des opérations terrestres limitées selon Israël. Pourtant, de son côté, le Hezbollah dément toute entrée de l'armée israélienne dans le pays. Par ailleurs, plus tard dans la soirée, et alors que l'on s'apprêtait justement à publier ce format des actualités du jour, l'Iran a tiré près de 180 missiles sur Israël et un petit peu plus tôt dans la soirée, un attentat à Tel Aviv en Israël a fait 8 morts. Salut, c'est Hugo. Aujourd'hui donc, on fait le point sur la situation avec ces dernières informations avant de parler aussi évidemment de l'actualité qui est très chargée en France. Alors on va parler dans un instant donc des dernières informations que l'on a sur la situation en Israël ou encore à Tel Aviv. C'est des informations, comme je le disais, qui nous sont parvenues vraiment juste avant la sortie de ces actualités. Mais d'abord donc posons quelques éléments de contexte qu'on a tourné plus tôt. Dans les heures qui ont suivi l'attaque du 7 octobre 2023 du Hamas en Israël, le Hezbollah, un parti politique et un groupe islamiste armé soutenu et financé par l'Iran, a tiré des roquettes sur Israël en soutien au Hamas. Monté encore d'un cran, il y a eu d'abord ces milliers d'explosions d'appareils électroniques du Hezbollah. Des explosions donc au Liban visant des membres du Hezbollah attribués aux services secrets israéliens. Il y a eu aussi des bombardements israéliens très importants sur le Liban. Et puis il y a eu notamment l'élimination de Nasrallah, le leader du Hezbollah. Résultat, en une semaine et demie, on compte plus de 1000 personnes qui ont été tuées au Liban et près d'1 million de déplacés internes et externes toujours au Liban, ainsi que près de 60 000 déplacés côté israélien. On en a parlé ces derniers jours. Mais cette semaine donc, un nouveau seuil, une nouvelle étape a été franchie. Il y a d'abord eu cet avertissement. Ce lundi, le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, a déclaré que l'élimination vendredi dernier du chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, était une étape importante, je cite, mais pas la dernière dans la lutte d'Israël contre le Hezbollah. Et donc ce lundi, Israël a déclaré avoir lancé des opérations terrestres au Liban. Concrètement, de quoi s'agit-il et quel est l'objectif affiché d'Israël? Eh bien en fait, l'armée israélienne mardi a annoncé que des troupes au sol avaient traversé la frontière entre Israël et le Liban pour tenter de combattre le Hezbollah dans des villages du sud du Liban. Israël parle d'opérations terrestres qu'il juge limitées, je cite, et localisées, et affirme que ces incursions visent, je cite, des cibles et des infrastructures terroristes situées dans ces villages constitue, je cite toujours, une menace immédiate pour les habitants du nord d'Israël. Par ailleurs, on peut noter que l'armée israélienne a ordonné aux habitants de nombreux quartiers, que ce soit de Beyrouth, mais aussi donc du sud du Liban, d'évacuer en prévision donc de certaines de ces opérations. Alors on va parler de la réaction du Hezbollah ainsi que de la communauté internationale dans un instant, mais concernant l'objectif israélien au Liban, ce mardi, l'ambassadeur d'Israël en France a affirmé qu'Israël, je cite, n'a pas l'intention d'envahir le Liban ni d'y rester des mois. Selon lui, il s'agit d'une question d'heures ou de jours, mais certainement pas une question de mois. L'objectif affiché officiellement par Israël serait donc de forcer le Hezbollah à ne plus être au bord de la frontière entre Israël et le Liban, et ce, notamment pour permettre aux Israéliens qui vivaient au nord d'Israël de pouvoir rentrer chez eux et ne pas faire face à une menace du Hezbollah. Mais alors, quelle a été la réponse du Hezbollah à cette offensive terrestre, et puis comment réagit la communauté internationale alors qu'en parallèle, je le disais, la situation humanitaire devient critique? Et bien déjà, ce mardi, ça peut paraître assez étonnant, mais le Hezbollah ont démenti toute incursion israélienne au Liban. On verra donc, Shemes, c'est une position et une déclaration qui évoluent dans les prochaines heures. En tout cas, le Hezbollah avait indiqué que ses combattants étaient prêts à faire face à toute offensive terrestre au Liban, et ce donc malgré la perte de leur chef depuis 1992, Hassan Nasrallah, qui a donc été tué par l'armée israélienne. Ce qu'on peut aussi noter, c'est que le Hezbollah a affirmé ce mardi avoir visé la principale base de renseignement militaire israélienne près de Tel Aviv en Israël. Et par ailleurs, un projectile est tombé sur une route du centre du pays. Un homme a été blessé par des éclats d'obus selon la police israélienne. Alors selon le chef adjoint du Hezbollah, Israël n'a pas été en mesure d'entamer les capacités militaires du Hezbollah. Il faut savoir que le Hezbollah, c'est un groupe qui est beaucoup plus puissant selon beaucoup de spécialistes, beaucoup plus puissant que le Hamas, notamment parce qu'il est lui aussi très fortement soutenu par l'Iran, qui est donc l'ennemi juré d'Israël. On estime qu'il posséderait une armée d'environ 20 000 à 30 000 combattants, selon diverses estimations. En bref, c'est donc un parti politique d'abord qui est extrêmement influent dans le pays, on a déjà eu l'occasion d'en parler, mais c'est aussi donc 20 000 à 30 000 combattants. Alors de son côté, l'Iran justement, qui avait averti la semaine dernière que la mort d'Hassan Nasrallah entraînerait, je cite, la destruction d'Israël, a finalement affirmé ce lundi qu'il n'allait pas déployer de combattants, que ce soit au Liban ou alors à Gaza, pour affronter
côté Israël. Selon le porte-parole de la diplomatie iranienne, je cite, les gouvernements du Liban et de Palestine ont la capacité et la puissance nécessaires pour faire face à l'agression d'Israël. Pourtant, vers 18h30, donc je vous le disais, l'armée israélienne a annoncé que des missiles avaient été tirés depuis l'Iran vers Israël. L'ensemble du territoire était sous la menace de missiles iraniens et des sirènes d'alerte ont été activées dans tout le pays. Ce serait près de 180 missiles tirés par l'Iran en direction donc d'Israël. Selon les secours, vers 20h30, en Israël, on comptait 2 blessés légers suite à ces missiles, avec a priori de nombreux missiles qui ont été interceptés par Israël ou alors par ses alliés. Ça c'est donc sur le territoire israélien, mais en Cisjordanie, qui est donc un territoire palestinien, eh bien un Palestinien a été tué suite à des éclats d'obus iraniens, selon un gouverneur local. Alors plus tard dans la soirée, l'armée israélienne a autorisé la population à sortir des abris, mais l'armée israélienne indique aussi que l'attaque aura, je cite, des conséquences. Il faudra voir donc l'évolution de la situation sur le territoire iranien dans les prochaines heures. Par ailleurs, plus tôt dans la soirée, je le disais, la police israélienne a annoncé qu'un attentat terroriste avait frappé Tel Aviv et avait tué au moins 8 personnes. 2 tireurs ont ouvert le feu directement sur des passants qui sortaient d'un tramway à Tel Aviv, donc en Israël. C'est un bilan qui pourrait évoluer, donc on suivra évidemment l'évolution de la situation. Alors je le disais, tout ça c'est des informations de dernière minute, mais un mot rapidement sur les réactions internationales. D'abord, concernant l'entrée israélienne sur le territoire libanais, qui était donc notre sujet initial dans ces actus du jour, les États-Unis ou encore la France s'y opposaient et réclamaient un cessez-le-feu. Par ailleurs, il y a quelques jours, Emmanuel Macron déclarait, je cite, « La France s'oppose à ce que le Liban devienne un nouveau Gaza », en réaction donc au bilan humain déjà extrêmement important au Liban, avec plus de 1000 personnes tuées en moins de 10 jours. Alors maintenant, ce soir, concernant les missiles iraniens qui visaient Israël, le président américain Joe Biden a donné l'ordre à l'armée américaine d'aider Israël à se défendre. On n'a pas d'informations concernant la France. Du côté de l'Organisation des Nations Unies, on condamne, je cite, l'élargissement du conflit, avec donc une implication ici directe de l'Iran, vous l'aurez compris. Bref, la situation évolue minute par minute, mais ça nous semblait essentiel d'ajouter ces éléments d'information. On prendra davantage de temps demain, mais je vous mets des liens en description pour en savoir plus, et on vous tient au courant aussi directement sur Instagram. Je vous laisse avec Blanche pour les actualités en bref, et je reviens juste après. Merci Hugo et bonjour à tous. On commence avec cette actu. Le nouveau Premier ministre Michel Barnier a prononcé ce mardi son discours de politique générale devant l'Assemblée nationale. En fait, après sa nomination, chaque Premier ministre doit faire un discours pour expliquer les grandes lignes de son nouveau gouvernement et ses intentions, et c'est donc ce qu'il a fait cet après-midi. La première annonce, c'est la revalorisation du SMIC, donc le salaire minimum, à 2% le 1er novembre, c'est-à-dire 2 mois avant la date prévue. Ensuite, pour réduire la dette publique, Michel Barnier compte demander une participation plus importante aux grandes et aux très grandes entreprises qui réalisent des profits importants, mais aussi une contribution supplémentaire aux Français les plus fortunés. On peut donc s'attendre à certaines hausses d'impôts, mais ciblées. On n'a pas le détail pour l'instant de qui exactement sera concerné. Concernant l'écologie, Michel Barnier souhaite continuer à développer le nucléaire et les énergies renouvelables, comme le solaire ou les éoliennes par exemple. Michel Barnier a aussi parlé du territoire d'outre-mer de la Nouvelle-Calédonie. Il a annoncé que le projet de loi constitutionnelle de dégel du corps électoral, dont on a déjà parlé sur ce format et qui est à l'origine des émeutes sur l'archipel depuis mai, ne serait pas soumis au Congrès, donc à l'Assemblée nationale et au Sénat, comme c'était prévu. Concernant la réforme des retraites, Michel Barnier veut, je cite, reprendre le dialogue pour corriger certaines limites. Il a aussi lancé l'idée d'une journée nationale de consultation citoyenne une fois par an pour faire remonter les demandes des citoyens. Au sujet de l'école, le Premier ministre a proposé de faire appel à des professeurs retraités volontaires pour faire face aux problèmes de remplacement des professeurs absents. Et dernière annonce, Michel Barnier s'est dit prêt à réfléchir sur le scrutin proportionnel pour les élections législatives, réclamé notamment par le Rassemblement national et qui permet en théorie une représentation plus juste des petites formations politiques. Alors après ce discours, il y a eu pas mal de réactions. Marine Le Pen, du Rassemblement national, a demandé à Michel Barnier une nouvelle loi immigration début 2025 et a menacé de censurer le gouvernement s'il ne le faisait pas, tout en précisant qu'elle voulait tout de même donner, je cite, une chance au gouvernement pour ne pas plonger le pays dans le chaos. De son côté, le leader de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, a estimé que Marine Le Pen était, je cite, la surveillante générale du gouvernement. Alors j'ai pas eu le temps de tout évoquer là dans ce En Bref, mais si vous voulez plus d'infos, je vous mets des liens en description. Deuxième actu, des grèves et des manifestations ont eu lieu ce mardi 1er octobre dans toute la France. La CGT, l'Union syndicale solidaire et la FSU, le premier syndicat de l'enseignement, ont appelé à faire grève, notamment pour réclamer la suppression de la réforme des retraites, qui recule l'âge de départ à la retraite de 62 à 64 ans, et une augmentation des salaires. Alors de nombreux cours ont dû être annulés et certains établissements ont même dû fermer. Les professeurs grévistes dénoncent le manque de professeurs. En fait, au moins un professeur manquait dans 56% des
des collèges et lycées de France à la rentrée de septembre et au moins 3000 postes n'ont pas été pourvus au concours enseignants cette année. Du côté des cheminots, 2 syndicats, Sudrail et la CGT, ont déposé un préavis de grève, mais la circulation des TGV est restée normale et certains trains régionaux ont été légèrement perturbés. Troisième actu, les couples hétérosexuels dans lesquels la femme gagne plus que son conjoint ont davantage de risques de se séparer. C'est ce que conclut une étude de l'Institut national d'études démographiques publiée ce lundi. Concrètement, selon l'étude, qui est la première sur le sujet, par rapport aux couples dont les revenus sont à peu près les mêmes, il y aurait 11% de risque de rupture en plus dans les couples où le revenu de la femme dépasse les 55% du revenu total du couple. Et ça peut même monter jusqu'à 44% de risque de rupture en plus en fonction de l'écart de revenus. À noter que tous les profils socio-professionnels et toutes les classes d'âge sont concernés, donc même les jeunes. Alors on ne sait pas encore exactement pourquoi c'est le cas, mais l'étude suggère que les femmes qui gagnent plus d'argent que leurs conjoints auraient plus le choix de se séparer car elles ont les capacités financières de vivre seules, contrairement à avant par exemple. L'étude y voit aussi une certaine difficulté à sortir de l'héritage des normes traditionnelles, donc pour schématiser, lorsque l'homme dans le couple est celui qui apporte le plus d'argent. Quatrième actu, septembre 2024 a été le mois de septembre le plus pluvieux depuis 25 ans selon Météo France. Concrètement, septembre a enregistré un excédent de près de 60% de pluviométrie. Donc pour faire très simple, on peut dire qu'il y a eu 60% de pluie en plus en septembre par rapport au normal de saison évalué entre 1991 et 2020. Ce chiffre est notamment le résultat de différents événements météorologiques comme le passage d'une goutte froide qui a justement amené à pas mal de pluie. Côté température, la moyenne nationale en septembre a été proche de la normale de saison et même inférieure de 0,4 degrés à la moyenne de la période 1991-2020. Cependant, Météo France rappelle que septembre 2023 a été le plus chaud jamais mesuré dans le pays avec plus 3,6 degrés au-dessus de la normale. Et on finit avec cette actu, le youtubeur Inoxtag va dévoiler 30 minutes inédites de son documentaire Kaizen sur YouTube ce samedi 5 octobre sur sa chaîne secondaire Inoxtag 2.0. Il l'a annoncé dans une story Instagram ce dimanche, plus de 2 semaines après la sortie de son documentaire qui retrace son ascension de l'Everest et qui cumule plus de 33 millions de vues. Alors rien n'a été encore dévoilé concernant le contenu de cette vidéo bonus, mais elle pourrait intégrer les 10 minutes exclusives de la version sortie au cinéma. Merci beaucoup Blanche pour ces actualités en bref. Alors la question du jour c'est la suivante, pouvez-vous faire un point sur Haïti? Comment la situation a évolué depuis? Effectivement c'est un sujet qu'on avait beaucoup traité il y a quelques mois, mais on vous a moins tenu au courant ces derniers jours. Alors petit élément de contexte pour ceux qui n'ont pas suivi, Haïti c'est donc un pays francophone situé dans les Caraïbes, qui est l'un des pays les plus pauvres du monde. Il fait face depuis plusieurs années à une situation politique et sécuritaire absolument catastrophique, qui est due notamment à des gangs qui contrôlent une grande partie du territoire, mais c'est dû aussi à l'absence d'un gouvernement fort. Cette violence, elle s'est intensifiée après l'assassinat du président haïtien Jovenel Moïse en 2021. L'insécurité par ailleurs a provoqué des déplacements massifs, une situation humanitaire critique. Selon l'ONU, c'est au moins 3661 personnes qui ont été tuées en Haïti dans les 6 premiers mois de 2023. Alors il y a certaines mesures qui ont été prises, la mise en place d'un conseil présidentiel, un gouvernement de transition, l'aide aussi à un soutien à la police haïtienne venant notamment du Kenya. Mais la situation donc reste critique. Ça me semblait important d'en faire un nouveau point là-dessus aujourd'hui. Et si jamais de votre côté vous voulez poser des questions, rendez-vous directement dans les commentaires pour la question du jour. Ou alors si vous n'êtes pas sur YouTube, en podcast, la seule façon de le faire pour l'instant, c'est directement sur Spotify. Si vous écoutez sur Spotify, vous pouvez poser une question, donc n'hésitez pas. Si jamais vous voulez plus d'actualités, des recommandations culturelles aussi, rendez-vous dans notre newsletter qu'on a lancée il y a quelques mois. Elle est gratuite, elle vous permet d'avoir chaque jour à l'écrit l'essentiel de l'actualité. Et de toute façon, vous pouvez vous désabonner à tout moment si finalement ça ne vous intéresse pas. Je vous mets le lien directement en description pour vous abonner et tester tout ça. Prenez soin de vous, prenez soin de nos proches, et puis je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.